Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette chronique du monde d'après. Je voudrais revenir sur les événements dramatiques et surtout déplorables de Dijon, qui sont réellement pour le coup un avant-goût du monde d'après. J'en tire trois conclusions que je voudrais vous exposer de manière posée, sereine et sans craindre les fourches codines du politiquement correct. La première conclusion, c'est qu'en France, il y a maintenant deux systèmes de justice. C'est à croire qu'il y a deux versions du code pénal, le système 1 et le système 2. Il y a les gens qui paient les impôts, les gens normaux, les gens qui n'ont pas de casier judiciaire, qui sont dans le système 1. Donc eux, ils n'ont pas le droit à la loi du talion, ils doivent se faire casser la gueule et espérer que la police fasse l'enquête, attendre que le procès ait lieu plusieurs mois plus tard, et respecter le laxisme pénal qui consiste à libérer presque systématiquement les violents pour bonne conduite, comme si la bonne conduite était une exception alors que c'est ce qui est attendu de tout le monde. Je prends par exemple l'exemple du jeune marin massacré à Lyon par quelqu'un dans un bus. Il a pris des séquelles permanentes et la personne a pris à peine 7 ans de prison, ce qui est très peu pour empêcher quelqu'un de parler, de marcher pendant une bonne partie de sa vie. Et elle n'a fait que 4 ans, puisque quelqu'un dans le système pénitentiaire ou dans la justice française a estimé qu'elle s'était bien conduite en prison. Voilà, c'est ça le système 1, le système qui s'applique sur tous les Français. Le système 2, c'est le système tribal, de la justice communautaire, de la justice immédiate. C'est celle qui est permise aux jeunes, à certains jeunes, il ne faut pas non plus exagérer, à certains jeunes de Dijon, qu'ils soient d'origine maghrébine ou tchétchène, qui, eux, pour le coup, n'ont pas besoin de perdre du temps, n'ont pas besoin de passer par la case dépôt de plainte, justice, avocat, frais de justice, partie civile, tout ça. Eux, pour le coup, ils ont le droit d'avoir une justice comme on l'aime, immédiate, parce que l'être humain a besoin d'une justice immédiate. Une justice tardive n'est plus une justice, elle participe de l'injustice. Nous avons oublié ces règles de base parce que nous avons été ramollis par la démocratie et nous avons accepté le pacte social, nous avons accepté la bureaucratie. Donc nous acceptons que les choses se passent lentement, mais une vraie justice, elle n'est pas immédiate, elle est plutôt rapide. Mais notre pulsion à nous, notre intérêt, notre besoin en tant qu'être humain, c'est une justice rapide, voire immédiate. Voilà, donc ces gens-là, eux, ils ont droit à une justice réelle qui a lieu tout de suite, qui venge la victime. Il y a dans la justice quelque chose de la vengeance. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes aussi des êtres primaires. Cette vengeance-là, elle est permise au système 2, aux communautés, et non pas aux gens du système 1, c'est-à-dire à nous, qui suivons les bonnes règles du vivre ensemble, de la courtoisie, pour commencer. Voilà, donc première leçon, deux systèmes en France. Les gens qui suivent la lenteur de la justice et d'autres qui ont le privilège, ils ont la franchise, ils ont un droit, juste pour eux, d'aller plus vite et d'aller droit au but, pour dire des choses ainsi. La deuxième conclusion, c'est qu'en France, nous voyons maintenant le véritable visage de la diversité. Le véritable visage de la diversité, je me permets de le répéter, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la diversité Benetton, les simples couleurs. Alors, la diversité de Benetton, c'était Black Blamber, c'était la diversité, on colorie l'image pour la sélection de foot, ou à Sciences Po, on colorie la photo de classe de la promotion et on dit voilà, tout va bien, regardez comment nous sommes humanistes, divers, voilà, comme nous avons dépassé le passé colonial, comme nous sommes jolis, comme nos différences font comment dirais-je, font notre talent ou des choses comme ça, des stupidités comme ça. Aujourd'hui, nous sommes dans la diversité crue, c'est-à-dire la diversité des civilisations. La diversité c'est le choc des civilisations. Maintenant, il a lieu à Dijon. C'est-à-dire, vous avez la civilisation tchétchène, civilisation tribale, toujours prête à faire la guerre, parce que les Tchétchènes sont assiégés par l'élément russe au nord, l'élément perse au sud, l'élément turc à l'ouest, mais voire les Arabes, ils ne sont pas très loin. Donc les Tchétchènes sont dans une attitude d'attente, ils sont prêts à prendre les armes tout de suite. Donc ils ont gardé leurs mœurs, leurs coutumes guerrières, tribales, donc ultra violentes, et donc il n'y a pas de médiation par la justice, par les origines des droits de l'homme. C'est tu me casses la gueule, je te casse la gueule tout de suite, et en groupe. Ils ont transposé ça, même en Europe. Voilà. Vous avez de l'autre côté l'autre diversité, qui est d'une certaine diversité, diversité maghrébine, et qui est aussi teintée d'une culture tribale, de la logique de clan.
Voilà, je franchis allègrement les limites du politiquement correct, mais je ne fais que décrire ce qui se passe sur le terrain. On peut me censurer, mais on ne censurera pas les images qui ont été diffusées dans nos médias et qui prouvent bien ce que je dis là. Voilà, donc la diversité française maintenant, c'est le choc des civilisations. C'est le choc réellement des conceptions différentes de la justice et de l'honneur. Vous avez des gens qui ne peuvent plus attendre 2 mois, 3 mois, 6 mois que la justice soit rendue par le tribunal et qui pour eux c'est intolérable de laisser une offense ouverte comme ça. C'est ce qui se passe aussi en Italie du Sud. Hein. Ce que je dis là n'est pas racial, c'est juste une analyse anthropologique. Hein. Ça se passe en Italie du Sud, chez des gens très catholiques, catholiques depuis 1000 ans. C'est ce qui se passe même dans certaines banlieues de Rome, chez des gens catholiques et qui n'ont rien à voir avec l'islam ou le Caucase ou le monde oriental. Voilà, donc nous avons maintenant le véritable visage de la diversité qui est assumé par les pouvoirs publics, parce que je n'ai pas vu de ministre de la Justice française dénoncer cette diversité-là, dénoncer ces dérives-là, qui sont les dérives de cette diversité des conceptions de la justice. Non, j'ai pas vu M. Macron se prononcer, j'ai pas vu M. Castaner se prononcer contre ça. J'ai pas vu les ONG des droits de l'homme dire « Attendez les mecs, vous pouvez pas faire justice vous-même ». J'ai pas vu ça. Donc c'est assumé. Voilà. Et le troisième point, il est lié au deuxième, la troisième conclusion, c'est la suivante, c'est que est-ce que le pouvoir macronien, le régime en place, est-ce qu'il a réellement peur? Ou est-ce qu'il est dérangé, disons, par les violences urbaines de Dijon ou ailleurs? Je ne pense pas. Je pense que ce qui vient de se passer à Dijon, quand même 4 jours de violence interethnique, hein, c'est une première en France. Ce qui s'est passé à Chanteloup, ce qui s'est passé au Val-Fouré un peu plus tôt, à la fin de l'année dernière, je crois, vers novembre dernier, ne dérange pas le pouvoir. Pourquoi ça ne le dérange pas? C'est difficile à comprendre, c'est contre-intuitif, je trouve. C'est que le pouvoir, lui, il n'a pas peur du désordre en banlieue. Après tout, ce sont les pauvres qui massacrent des pauvres, pour commencer. Donc, c'est la sélection naturelle low cost. Ensuite, les pauvres en général votent pour Macron, c'est-à-dire que les pauvres de banlieue, là, si on dit que les banlieues sont pauvres, on pourrait en débattre, mais le monde des banlieues votait à gauche, là il vote à gauche Macron, demain c'est dans quelques heures, et il votera islamo-gauchiste, mais pour le moment, quand on voit le résultat des élections 2012-2017, le monde progressiste s'en sort plutôt bien en banlieue. On peut pas, je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi, du comment, mais finalement, le pouvoir n'a aucun contentieux avec les banlieues. Ensuite, ce qui vraiment intéresse le pouvoir, c'est son filet de sécurité. Quel est son filet de sécurité? C'est la loyauté absolue des classes moyennes et de la bourgeoisie française. C'est-à-dire que le pouvoir sait qu'il est lâché par le peuple de souche, on peut appeler les gilets jaunes, mais en général le peuple de souche. Il sait qu'il est lâché par les classes moyennes qui ont été paupérisées. Par contre, il sait qu'il a le soutien, parfois indifférent, mais le soutien quand même. C'est pas un soutien très enthousiaste, mais c'est un soutien quand même des classes moyennes en général et de la haute bourgeoisie. Parce que ces gens-là, ils sont pas bêtes, hein, tout simplement, ils savent qu'il n'y a pas d'alternative. Effectivement, il n'y a aucune alternative au pouvoir de M. Macron, aucune alternative réelle, écrite, avec un programme pour accéder au pouvoir et avec un programme pour la gestion du pays. Il n'y a pas de gouvernement fantôme, je ne vois pas de gouvernement fantôme sur la droite, il n'y a pas de shadow cabinet, il n'y a rien. Il y a des gens qui braillent, il y a des gens qui ont des bonnes idées, il y a des gens qui parlent parfois de manière très construite, mais il n'y a pas d'alternative voilà, pour 2022, il n'y a rien. Et donc, ce qui intéresse le pouvoir macronien, c'est que cette bourgeoisie-là, ces classes moyennes-là qui n'ont pas encore été paupérisées, eh bien qu'elles restent convaincues qu'après Macron, le déluge. Et donc tout ce qui se passe en banlieue, pour le moment, n'affecte pas les bourgeoisies et les classes moyennes. Elles sont, je disais qu'elles ne sont pas bêtes, mais elles sont un peu myopes, parce que leurs enfants pourraient se trouver là-dedans. Parce qu'au Grésy, par hasard, parce que les gens qui ont fait des bêtises au Grésy pourraient se retourner contre les enfants de la bourgeoisie. Ils se retournent déjà contre eux, parce que même les enfants de la bourgeoisie n'échappent pas aux violences urbaines, n'échappent pas au lynchage, n'échappent pas aux mauvais regards, n'échappent pas aux violences gratuites. Mais bon, il paraît que la bourgeoisie n'a pas encore compris, n'a pas encore saisi le monde dans lequel elle vit. Donc elle est myope, mais elle n'est pas bête. Faut pas elle n'est pas bête parce qu'elle produit. Elle n'est pas que rentière, elle est une bourgeoisie, ce sont des classes créatrices. Et donc, pour l'instant, Macron, lui, il sait très bien que ces bourgeoisies-là voient dans son régime un régime qui est irremplaçable. Alors le corona a dégradé cette relation.
On n'est plus dans l'allégeance, on est vraiment maintenant dans l'acceptation un peu résignée, parce que la bourgeoisie a vu qu'avec la gestion catastrophique du corona par le gouvernement Macron-Philippe, elle a vu qu'elle a perdu des biens, elle a laissé des plumes, l'économie est par terre. La bourgeoisie, elle sait compter, hein, elle sait compter. Hein. Contrairement à d'autres parmi nous, elle connaît son intérêt financier. Mais il n'empêche, c'est un soutien peut-être il est apathique, mais il est là. Et donc, s'il y a un message à passer aux véritables oppositions au macronisme, c'est de ne pas oublier les bourgeoisies et les classes moyennes non pauperisées. C'est elles détiennent la clé du changement. Le peuple, qu'il soit de souche ou de branche ou tout ce que vous voulez, parce qu'il y a un peuple de branche qui n'est pas Macron, il y a un peuple de branche qui a compris, qui se fait enfumer par la gauche macronienne, par ce progressisme-là, bien pensant, sûr de soi. Tous, disons, le peuple de manière générale, quelle que soit sa couleur, son origine, il n'est pas suffisant. Il a fait les gilets jaunes, c'est une catastrophe, il n'est pas suffisant, parce qu'il ne contrôle pas l'agenda. L'agenda est contrôlé encore aujourd'hui par les classes moyennes non paupérisées et la bourgeoisie. Donc il faut recruter, à mon humble avis, les personnes les plus lucides, les franges les plus lucides de ces bourgeoisies-là, de ces classes moyennes-là, pour les ramener à un projet de changement. C'est la seule chose, à mon humble avis, que la droite pourrait faire, ou les droites, ou les oppositions au véritable macronisme. Je connais, moi, des gens de la haute bourgeoisie française, des gens de la bourgeoisie française, des jeunes, souvent issus de l'administration, ou des anciens militaires, qui ont fondé des start-up, et qui voient clair hein, dans le macronisme. Ils voient que ça amène à l'impasse, mais ils n'ont toujours pas lâché. Et en 2022, ils voteront Macron deuxième tour. Et donc eux, ils sont lucides, mais ils n'ont pas suffisamment, ils n'ont pas encore compris la ruine qui va arriver avec le macronisme. Donc c'est le boulot de la droite, ou des oppositions si vous voulez, de recruter ces gens-là, de leur montrer que Macron, quelles que soient les conditions, est synonyme, Monsieur Macron, soyons déférents, Monsieur Macron, toute son équipe, sont synonymes de la ruine de la France. C'est ça qu'il faudrait que les droites, les oppositions arrivent à expliquer aux franges les plus lucides des bourgeoisies. Voilà, donc j'ai balayé rapidement les 3 leçons que je tire des événements de Dijon. La première, c'est que il y a 2 systèmes judiciaires maintenant en France, système 1, système 2 si vous voulez. Il y a en France aujourd'hui une diversité qui est assumée, qu'une diversité cruelle, brutale, vulgaire, c'est la diversité des communautarismes, la diversité des civilisations qui s'entrechoquent pour des broutilles, pour des histoires de mauvais regards ou des faits divers minables. Et la troisième conclusion, c'est que le régime, lui, il navigue, il se régale dans cette médiocrité-là, de cette diversité-là rapetissée et diminuée, parce que ça lui attire, ça contribue à maintenir son empire sur les classes moyennes, non paupérisées et les bourgeoisies. Voilà, je vous dirais en guise de conclusion, c'est que tout cela se passe à Dijon, c'est pas n'importe quelle ville française, Dijon c'est quand même les ducs de Bourgogne, c'est la Bourgogne, c'est le berceau de la France. Hein. La France, elle n'est pas seulement la fille de l'Église catholique, la France, c'est pas seulement la fille de la royauté, c'est pas seulement la fille de la République, la France, c'est sa féodalité. C'est la Bretagne, c'est les ducs d'Aquitaine, c'est la Bourgogne, la Lorraine. Et donc on voit aujourd'hui dans le berceau de la France, dans l'un des berceaux historiques de la civilisation française, vous voyez la barbarie qui a pignon sur rue. C'est très triste que nous en soyons arrivés là, que ces images, que ces scènes se soient produites en 2020. Ça veut dire que nous ne sommes plus aussi civilisés que nos aïeux. Je dis mes aïeux parce que même si je suis arabe et je revendique mon arabité et mon islamité, je revendique aussi mon appartenance à cette civilisation française, mon appartenance par la morale et par l'éthique. Voilà. Chers amis, à la prochaine, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo. Au revoir.